Qu'est-ce qu'on déguste? Bonjour. Le petit. Voilà, c'est comme ça. C'est le petit bruit de bouchon de Laurent Zimmermann de la cave 20 sur 20 qui nous accueille aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que tu as ouvert? Un petit mas blanc? Mas blanc des vignerons des Coteaux du Quercy sur le millésime 2015. Ben voilà. Et en plus on va le déguster. Exactement. Messieurs, dames, nous sommes accueillis pour cette émission exceptionnelle à la cave 20 sur 20 de Caussade. On est sur le cours Didier Rey. Et je dois vous dire qu'il y a quelque temps, ça m'a beaucoup amusé d'appeler Laurent Zimmermann et Jean-Luc Clamens de la Maison Gaillard en disant « Tiens, on pourrait faire cette espèce de match retour d'une émission mythique de Qu'est-ce qu'on déguste que l'on avait fait à l'époque à la Maison Gaillard, accueilli par Jean-Luc Clamens autour de la truffe. Donc, c'était pour, je crois, les 10 ans de l'émission Qu'est-ce qu'on déguste. Il y a déjà un petit moment maintenant. Avec notre ami Pierre Cantegrel. Avec notre ami Pierre Cantegrel, avec Pascal. Il y avait la télé, il y avait France 3 qui était venu. Il y avait Pascal Olivier qui était encore de ce monde. Non, rassurez-vous, Pascal Olivier est toujours parmi nous. Et on le salue, mais il vit en Espagne maintenant. Qu'est-ce que vous voulez? À la retraite, on essaye de trouver des endroits où les petites retraites peuvent amener de bons apéros tout de même. Donc on le salue au passage. Autour de la table, il y a, j'ai oublié de dire qu'il y avait aussi Olivier Saliba de la Cantina des Carcines qui est là et qui est en train déjà de bosser avec son second, Tyson. Ils sont en train de préparer tout un tas de mets succulents que l'on va déguster tout au long de cette émission. Philippe Audard est présent. Salut Philippe. Salut Rémi, salut. Avec au programme une petite chronique assez simple sur la Saint-Valentin, la thématique des amoureux, donc les treintes amoureuses. La truffe et les cochons. Vous voyez, voilà. D'accord. Christophe Bory signe aujourd'hui son grand retour dans l'émission Qu'est-ce qu'on déguste. Un peu de lecture ce soir, vous allez enfin vous y connaître en vin. C'est un bouquin qui vulgarise le vin. On m'a offert ça à Noël, quelqu'un qui me trouvait trop moyen au niveau de mes C'est que c'est le vin pour les nuls. Voilà, un peu ça. Je vous en parle tout à l'heure. Un bon bouquin. D'accord. Il y a Émilie Prouchet de la Costa. Bonjour. Alors, je vais faire la non-nécrologie de Soulage pour te devancer, Rémi. Donc, je ferai le lien entre les œuvres de Soulage et les fines lamelles de truffe que nous allons sûrement déguster tout à l'heure. Et puis il y a aussi donc Stéphane Béringuet qu'on a accueilli d'abord comme invité et puis ensuite comme chroniqueur et puis voilà qui est là comme chroniqueur ce soir, qui est là de temps en temps. J'ai fait quelques passages effectivement avec grand plaisir et puis pour la nouvelle année je me joins à vous à nouveau. C'est un plaisir, un coup de cœur, un coup de gueule un peu plus tard dans cette émission. Aurélien Maury est à la technique, Thomas Rassier à la vidéo. Vous pourrez voir ça sur les réseaux sociaux. Il y a même autour de la table Jérôme d'Identité Visuelle, la meilleure boîte de com de Caussade qui tourne autour, qui prend des photos et tout ça, et des vidéos. C'est Qu'est-ce qu'on déguste? Et ça commence comme ça. Merci de nous accueillir. Oh, et puis tu vas pouvoir nous parler de ces verres qui sont non seulement magnifiques, c'est des verres à trinquer, ça. Mais qui ont t'as vu le bruit qu'ils font? Oui. Ils ont l'air solides pour trinquer, justement. Ils ont la redondance. Tu vas pas le casser, celui-ci, Rémi? Alors oui, ce sont des verres qui sont fabriqués en France par la verrerie Lehmann Glass qui est à Reims. Et Gérard Lehmann, qui est le PDG de l'entreprise, a souhaité faire des créations originales. Donc il demande à des meilleurs sommeliers du monde de collaborer avec lui pour mettre des gammes de verres en place. Donc cette gamme, c'est la gamme Onomust qui a été créée en contribution avec Gérard Basset, qui est meilleur sommelier du monde, qui est installé en Angleterre, lui. Et donc tous les meilleurs sommeliers du monde créent des verres en collaboration avec la Cressellerie. Ça sonne. Io so che non tornerai, perché Parigi è Parigi, senza te non ha senso, magari non fosse vero, ma lo sai, però vivere
Alex Rossi, Vivel et Sensate, extrait de son premier album. C'est un ancien DJ de Hoche, figurez-vous. Il était même animateur radio à Radio 32. Il a une carrière plutôt variété française et là, il rend hommage à ses racines italiennes avec du second degré, un peu de kitsch, mais c'est un bon album qui se tient. Variété italienne, remis à la sauce 2020. Alex Rossi. Qu'est-ce qu'on déguste donc à la cave 20 sur 20? On est accueilli par Laurent Zimmermann. La cave 20 sur 20, installée maintenant sur le cours Didier Rey depuis quelques années maintenant. Mars 2005. Ouais. Et avant ça, la cave existait déjà avant, mais dans la petite rue derrière. Non, sur le même boulevard. Ah bon? Mais c'était plus petit alors. Oui, c'était plus petit. Ouais. On a démarré avec une boutique qui était au numéro 30 du boulevard Didier Rey en 2005, en mars 2005, et on a déménagé en 1er décembre 2011 sur cet espace qui fait 250 mètres carrés. Ouais. Ouais, bon. bel espace. Ouais, c'est intéressant, oui. Ça nous permet de travailler avec de l'espace. Hein. On a Claire et Océane avec nous on est 3 sur la boutique et ça se passe très bien. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette boutique De multitudes de choses en fait. On a une grosse sélection de vins français et avec toutes les régions représentées, un petit peu d'épicerie fine avec du thé, du café, on a de la truffe. D'ailleurs, on est dépositaire exclusif à Caussade, je pense, de la truffe noire de la maison Gaillard. Et ensuite, on a une sélection de caviar et quelques produits frais. Bon, et ça marche très bien. bon. Ça fonctionne très bien. Ouais. On est ravis, en progression tout le temps. On a des clients sympas et donc voilà, on travaille dans de superbes conditions. Qui sont les clients de la cave? C'est plutôt les gens qui habitent le coin? C'est Caussadet, oui. Ouais, c'est Caussadet et autour Oui, après on a une très belle clientèle caussadaise et ensuite on a le quartier Caussadet qui est chargé d'habitants, donc tout le monde se passe le mot et du coup on a vraiment une belle synergie avec des clients qui viennent même de Toulouse, Villefranche-de-Rouergue, Cahors. Grâce à notre gamme de spiritueux, on a une très large gamme de whisky, de rhum qui nous fait venir de la clientèle un petit peu partout. Les touristes un peu aussi? Oui, alors en saison, les touristes. Et après, pendant les fêtes de fin d'année, Pâques, tous Laurent les fait aussi beaux événements du calendrier. de belles soirées dégustation. Moi, j'étais à la dégustation champagne, c'était un très très bon moment. Il y en a une bientôt Merci, d'ailleurs c'est de soirée excellent. dégustation. Eh oui, il y a une soirée dégustation vendredi prochain, le 31 janvier. On fait une soirée truffe avec Jean-Luc. Wow, on va se retrouver là. Sur réservation? Sur réservation également, oui. D'accord. Donc pour l'instant, on a pas mal de clients inscrits et ça devrait se booker là, d'ici la fin de la semaine. On rembobine et on part en arrière. Bah oui, tiens. Si on rembobine, c'est qu'on part en arrière, décidément. C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené, Laurent, à être dans le milieu du vin et à avoir cette cave? Alors mon parcours est simple, en fait je suis un mordu de produits et de gastronomie, donc j'ai fait des études hôtelières et suivi par une mention complémentaire en sommellerie. Et ensuite, j'ai sillonné les restaurants. Donc, j'ai fait tous mes stages de formation quand j'étais au lycée hôtelier chez Jacques Depère à Bressol. Et par la suite, mes stages de sommellerie, je les ai faits chez Georges Blanc à Bonnat. Et de là, ça m'a mis le pied à l'étrier sur les établissements un petit peu haut de gamme. Donc, je suis parti au Gavroche à Londres. J'ai travaillé au Luxembourg dans un étoilé Michelin. Et de là, j'ai bifurqué au Crillon, place de la Concorde, à Paris, pour finir chez l'Oiseau. Mais t'as 80 ans, t'as quel âge? La restauration, c'est une belle école de la vie où ça nous permet de pouvoir voyager, voir du monde et rencontrer de belles personnes, de super vignerons, nous dans notre cas. Et ensuite, voilà. Mais le métier de sommelier en restauration, c'est le même métier que quand on est caviste? Alors moi, dans mon secteur d'activité caviste, nous on a une phase conseil qui est très conséquente et on met un point d'honneur à accueillir les clients comme au restaurant. Donc on aime tous nos clients et on leur demande leurs envies, les accords mets et vins et on essaie d'avoir la petite touche personnelle pour chacun. Non mais je veux dire par là que ça me paraît pas être le même métier au départ. Si tu bosses dans un resto, tu fais la cave par rapport à ce que fait le cuistot. Le mec il fait sa carte, donc toi en fonction de sa carte, tu fais la cave quoi. Tout à fait. Après, mais
voilà, on a une large sélection de vins, donc on a plus de 1000 références en vin, donc ça nous permet de pouvoir faire du sur-mesure quasi avec chaque client. Ouais. Je demandais un jingle à Aurélien qui avait la bouche pleine parce qu'on est en train de déguster. On se régale. On est en train de déguster un truc qui est superbe et je voudrais demander à Olivier Salibin de la Cantina des Carcines qui prenne le micro là 2 secondes. Tu peux venir t'asseoir au micro là s'il te plaît Olivier pour nous expliquer un petit peu ce qu'on est ce petit beurre truffé avec ces œufs de truite là. Raconte-nous un petit peu cette tartine magnifique là que tu nous as servi en ouverture s'il te plaît. Oui, bonsoir à tous. Donc le beurre, c'est donc du beurre AOC Charente demi-sel qui est assemblé avec des copeaux de truffes qui viennent de la maison Gaillard. Oh, voilà. Ça tombe bien, t'imagines. Et on le remercie, chaleureusement. Et ensuite dessus, on a déposé des œufs de truite des Pyrénées. Donc c'est une exploitation qui s'appelle la Truite des Pyrénées. C'est une exploitation qui a environ 50 ans. Ils sont dans le cirque de Gavarnie. Ça fait 3 générations qu'ils élèvent des truites en eau très froide. Donc ce sont des truites, c'est des grosses mémères qui font 5-6 kilos. Et donc la particularité de cette exploitation, c'est qu'ils sont très connus donc, pour l'élevage du poisson et également pour leurs œufs. Parce qu'ils ont une particularité, c'est qu'ils endorment lors de la récolte des œufs, ils endorment le poisson au bouillon de verveine, c'est-à-dire que l'animal donc n'est pas tué, et ça permet d'avoir un animal qui est détendu, et ils prélèvent les œufs, et ensuite l'animal repart dans l'eau, et c'est ce qui donne ce côté très craquant à ces œufs, et qui fait qu'ils sont plébiscités chaque année dans différents concours. Voilà, donc c'est une belle maison. Le dernier en date, la 3e génération, c'est Franck qui a repris ça. Voilà, c'est une. Où l'on apprend quand même qu'on endort les truites au bouillon de verveine. Voilà. Sinon pas la verveine du Velay. C'est incroyable cette histoire. C'est impressionnant. Merci, bravo. Une jolie histoire, avec plaisir. Ça fonctionne super bien. La truffe avec le beurre, bon, mais ça on savait, mais sur les œufs comme ça de truite, c'est bien. Ça fonctionne très bien. Hein, Monsieur Clamins, est-ce que ça fonctionne bien pour vous? Est-ce que on met ces truffes, cette tuber melanosporum à l'honneur avec une petite tartine comme celle-là? Toujours pareil pour la truffe, il faut toujours la marier avec un corps gras. Donc là, le beurre va très bien. Elle met en valeur évidemment la truffe. Et en plus, le mélange avec les œufs de truite est assez surprenant et très agréable. Voilà, très agréable. Oui, parce que moi de base j'aurais dit attention à la confusion des saveurs, et puis finalement ça marche très bien. Ça marche très bien. Ouais, j'ai essayé des truites, des huîtres cuites avec de la truffe. Alors légère cuisson, et l'association iode-truffe, c'est incroyable, ça marche très très bien. Mais la Saint-Jacques marche très bien avec la truffe. Saint-Jacques, c'est une association. Sans la cuire évidemment. Évidemment. Ça marche très très bien. Ah non, on ne quitte pas là. La Maison Gaillard, c'est l'heure de parler de la Maison Gaillard un petit peu. C'est quoi la spécialité de la Maison Gaillard? C'est la sélection et... Non mais là, c'est la truffe, on est d'accord. Merci. Ouf. Ah, merci. Ah. On a eu peur que à la ça ne reine. se souvienne pas bien. Il avait oublié. Il a oublié. Mais non, mais c'est quoi? C'est la truffe en boîte, c'est la truffe à l'export, c'est la sélection de la truffe, c'est quoi le... C'est un peu tout ça. Ouais. C'est un peu tout ça. C'est la sélection au départ, non? Nous sommes une conserverie. Chaque fois, le mot est un peu barbare, pardon. Mais effectivement, notre rôle, c'est d'aller sur les marchés, trouver la truffe, la sélectionner et la proposer ensuite à l'état frais, en conserve, suivant les différentes classifications que l'on peut donner dans la truffe. Voilà, notre métier, il est à la fois simple et un petit peu complexe. Voilà. Tu dis frais et en conserve. Vous faites les deux à la Maison Gaillard. Ouais. Ça dépend de la saison, tout simplement, j'imagine. Non, parce que quand tu fais tes conserves, tu es obligé de les faire avec de la truffe fraîche. Sauf que c'est la meilleure façon de la conserver pour moi. Et de pouvoir la proposer après le reste de l'année. Puisque la truffe se récolte du mois de décembre au mois de mars. Donc là, tu as la truffe fraîche, tu peux la proposer fraîche. Mais le reste de l'année, tu ne peux pas proposer la truffe. Donc si les gens veulent de la truffe, ils utilisent de la truffe en conserve après. Voilà. Mais que tu as fabriqué pendant la saison. Qu'est-ce qu'elle a perdu ou qu'est-ce qu'elle a gagné, la truffe, à être dans une boîte? Alors ça, c'est des modes.
les modes ont voulu que la truffe ne soit pas bonne en conserve depuis maintenant une vingtaine d'années. Or, il faut savoir qu'il y a encore 30 à 40 ans, 80% des truffes qui étaient consommées en conserve. Elles étaient utilisées, c'est toujours un ingrédient dans l'industrie, dans la cuisine ou quoi que ce soit, mais elles étaient conservées, donc stérilisées. Aujourd'hui, la truffe se consomme à 80% fraîche et 20% en conserve. Tu perds le côté volatile du parfum de la truffe, qui est très agréable, que l'on recherche aujourd'hui, mais tu gagnes en longueur avec la truffe cuite. Il faut évidemment observer quelques règles, ne pas râper la truffe au dernier moment. Il faut lui laisser le temps de diffuser ses parfums. C'est un peu plus long qu'avec de la truffe fraîche. Mais si on arrive à respecter ces quelques règles, on arrive avec la truffe en conserve à avoir quelques sensations. Voilà. J'aime la phrase « on arrive à avoir avec la truffe en conserve quelques sensations ». Il existe véritablement des plats qui sont meilleurs avec la truffe cuite que la truffe crue. Et lesquels, par exemple? Mais notamment quand on utilise la truffe dans un foie gras, notamment. Le foie gras avec de la truffe crue, il n'y a pas un échange extraordinaire, alors qu'avec une truffe cuite, il y a un véritable échange. Encore faut-il aimer le foie gras truffé. Et qu'il soit truffé minimum à 5-6%. Pour avoir un véritable mariage. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as fait, cette transformation en conserve? C'est énorme comme recette. Non, on l'a fait juste. Ça, là, tu touches un secret de fabrication. Et c'est comme le l'on se transmet de père en fils depuis de nombreuses générations. Non, il y a aucun secret. Enfin, il y a toujours un peu de secret dans la truffe, mais le secret, il n'est pas là, en l'occurrence. La truffe cuite, on stérilise la truffe en fait dans des bidons, dans des grosses conserves. On met 2 kg de truffe généralement, on met 13 grammes de sel au kilo et on met 10% d'eau. Et on cuit ça, on stérilise ça à 115 degrés. Combien de temps? Ça, c'est le secret. Et voilà, la question était orientée. Non. Normalement, c'est 2 heures quand tu es dans des gros bidons. Ouais. Si tu réduis les boîtes pour qu'il y ait une pénétration de chaleur, tu réduis la durée. Mais en fait, autrement, le temps. Et en fait, ta truffe va cuire en fait, pendant ce laps de temps et va se décheter. Elle va perdre 25% de son poids. Les sucres de la truffe vont se mélanger avec l'eau et vont former le jus de truffe. Voilà. Et la truffe, ensuite, que tu as, quand tu vas rouvrir ça, tu auras ta truffe plus ton jus de truffe qui vont t'apporter ensuite quand tu vas utiliser dans tes plats, à la fois les deux. Voilà. Après, quand on achète de la truffe, on aime bien la toucher, la voir. Ouais. Peut-être qu'il y a un côté alors qu'on conserve. Et qu'est-ce que tu penses de la congélation? La congélation, c'est une façon d'utiliser la truffe quand on n'est plus en saison. Alors, moi, ce que je préfère par rapport à la congélation, parce que la façon de congeler la truffe, c'est 90% d'eau. Donc, automatiquement, si tu la congèles mécaniquement, tout seul, tu vas éclater toutes les spores de la truffe quand le froid va descendre et va pénétrer la truffe. Donc le mieux, évidemment, si on a la possibilité d'avoir un bain à azote ou quoi que ce soit, c'est de congeler comme ça, qui est une descente rapide, qui évite de casser toutes les fibres de la truffe. Et autrement, la congélation, moi, ce que je conseille, c'est de faire son beurre truffé, quand on est un particulier, et de congeler le beurre. Congeler le beurre. Ça, c'est simple, c'est facile. Voilà. Alors moi, je fais ça et je le mets dans les compartiments de glaçons, tu sais. Et comme ça, quand je veux me faire une petite omelette au truffe ou un truc comme ça, je prends juste un petit bloc de beurre truffé, là. C'est une technique de privilégié, effectivement. C'est bien, ça. Il faut avoir un bac à glaçons. Il y a des bacs à glaçons dans son frigo. Il faut avoir un bac à glaçons dans son frigo, je l'admets. Salut, je suis Pierre Ramenune. Qu'est-ce qu'on déguste? On est donc à la cave 20 sur 20. On déguste des petites tartines de beurre truffé avec maintenant du saumon dessus que nous prépare Olivier Saliba. On fait ça avec un vin des coteaux du Quercy, de la cave des vins des coteaux du Quercy. Oui. Belle surprise. Très belle surprise, hein, c'est super. Hein. Ouais, donc le Mas Blanc 2015. Et alors, quoi de... On est sur un millésime abouti, donc en fait c'est un vin blanc sec qui est élaboré à base de Sauvignon. Et donc les raisins sont cueillis à pleine maturité sur les meilleures parcelles des vignerons des coteaux du Quercy. Et donc tout est raflé à la main, ensuite c'est fermenté et levé en barrique. Et ils sortent que 1000 bouteilles par an.
Donc c'est le joyau un petit peu des Coteaux du Quercy en blanc, parce que l'appellation est Coteaux du Quercy uniquement sur les vins rouges et les vins rosés. Oui. Donc là c'est en IGP. Et, oui, parce que ça ne peut pas s'appeler un vin des Coteaux du Quercy. C'est quoi du coup? C'est un comté de Tolosa? Non, c'est les Frontons qui font comté. Vin de pays peut-être? C'est IGP Comté Tolosan. Ah voilà, Comté Tolosan. Ouais, c'est l'appellation. C'est quand ça ne peut pas rentrer dans le Fronton, dans les Coteaux du Quercy, ça rentre dans le Comté de Tolosan. À Francis Jansou. Voilà, petit coucou à Francis Jansou. Très bon copain, Rémi. Oui, qu'on va inviter sous peu. Mais j'aime beaucoup Francis. Simplement depuis 15 ans qu'existe cette émission, on a dû inviter Jansou 15 fois, et 15 fois il a dû me dire oui, je viens, j'arrive. Jansou, si tu nous entends, la porte est ouverte. Good. Et en plus, vraiment, ce Mas Blanc est excellent sur cette petite tartine. On a une grosse truffe qui est au milieu de la table. On va continuer d'en parler avec Jean-Luc Lamas. J'ai dit au milieu de la table, Jean-Luc. C'est pas... J'avais compris, oui. À suivre, la truffe, un aphrodisiaque, oui ou non? À suivre également le dernier ouvrage de Houellebecq. Ah non, c'est pas ça, c'est le vin pour les nuls. On parle de truffe. Voilà. Vous allez enfin vous y connaître en vin. Et à suivre aussi l'anti-nécro de Soulage. C'est dans la deuxième partie de Qu'est-ce qu'on déguste? À tout de suite. Qu'est-ce qu'on déguste? La suite. Yes. J'ai que des bouchons. Mais oui, mais on est sur... Là, c'est un 2007. Donc forcément, le bouchon, il est souple. C'est quelque chose souple. Donc domaine des Terris, Alain Cazotte, donc sur les Gaillac première côte. Et on est sur la cuvée terre originale, donc Mozac, Lindelel et Sauvignon. Élevé en demi-muit. Donc demi-muit, c'est le double d'un fût de chêne. Donc c'est un petit peu plus gros. Et on est sur le millésime 2007. Ce qui va nous permettre d'avoir des notes un petit peu toastées et légèrement briochées. Et donc voilà. Toi tu dis Lindelel. Lindelel. Pour le loin de l'œil, on est d'accord. Ou le loin de l'œil. C'est la version un peu occitane. Des cépages endémiques de Gaillac. Blanc. Qu'est-ce qu'on déguste donc à la cave 20 sur 20? On est chez Laurent Zimmermann et donc on déguste bien sûr une sélection de vins qui, selon Laurent, s'accommode avec la truffe. Qu'est-ce qui fait qu'un vin s'accommode avec la truffe? Le côté beurré peut-être un peu? Alors les vins, il faut quelques années de bouteille sur les blancs, parce que soit il faut un vin très vif et on mise tout sur la fraîcheur du vin, et donc là du coup l'accord peut se faire sur des poissons assez iodés en accompagnant avec de la truffe, ou bien on peut partir sur des vins avec des notes d'évolution comme ça, et un petit peu de rondeur. Donc les Grands Bourgognes fonctionnent très bien sur des millésimes très anciens. Les Jurançons fonctionnent admirablement bien, les Jurançons secs, parce qu'en fait la particularité des cépages petits et gros mansins, c'est que ça développe des notes d'humus et de truffe un petit peu. Avec l'évolution, du coup, on est sur des vins qui vont très bien s'accorder avec la truffe. Et là, en l'occurrence, on avait du Gaillac sur un millésime 2007, sur une belle cuvée d'un vigneron sérieux. Du coup, je me suis dit, allez hop, on va le placer pour tester. Ça fonctionne bien. 2007, un Gaillac. On est en pleine période des truffes, donc en ce moment, ils s'en ramassent. Dans la région, il n'y en a pas trop, là, non? Ils s'en trouvent. Jean-Luc. Alors, d'abord, on est en pleine saison. Effectivement, le mois de janvier est un des mois les plus importants pour la récolte de la truffe. On est à la mi-saison. On vient de passer la mi-saison, qui débute, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au mois de décembre, mi-novembre exactement, jusqu'à mi-mars, fin mars, suivant les années. Donc là, on est en plein milieu de saison. On a une truffe qui est mature, complètement. Alors que sur le mois de décembre, on a pas mal de truffes qui ne sont pas tout à fait mûres. Là, on est à complète maturité à partir du 15.
Et on va aller maintenant de plus en plus vers le mois de février, sur des notes un peu plus de maturité, plus de cuir dans les arômes, mais là déjà on est une très très belle truffe. En combien de temps ça pousse une truffe? Alors le cycle d'une truffe est très long en fait. En fait la truffe va naître au printemps, c'est-à-dire fin mai, début juin, et va se développer en fait tout le mois tout l'été, tout l'automne, pour arriver en fait à maturité en hiver. Voilà. Ça veut dire que dès le mois de juillet, il peut y avoir des espèces de mini-truffes. Oui, ce sont des petites truffettes que l'on appelle, qui sont grosses comme des têtes d'épingle, et qui sont d'ailleurs adaptées pour passer les grosses chaleurs. Peut-être pas les fortes températures mais de ces dernières années, mais les fortes chaleurs, elles sont normalement adaptées. Et elle va se développer finalement en taille, petit à petit, jusqu'à la fin de l'automne, et rentrer à la fin de l'automne dans une phase où elle a atteint quasiment sa taille terminale, et elle va rentrer en maturité. Mais alors, c'est des bobards quand les mecs qui vont aux champignons te disent « Ah mais attends, les truffes elles sont pas sorties parce qu'il faut qu'il ait un peu gelé, et puis il faut qu'il ait un peu fait beau, et puis il faut qu'il un peu comme les cèpes, attendre 10 jours, compter la lune. » C'est pour te dire on n'y va pas, tout simplement. Jouer à la marelle sur une jambe. Alors, des bobards dans la truffe. Ça c'est étonnant d'abord. Et ensuite, effectivement, il y a plein la truffe, il y a plein de mythes sur la truffe. Mais elle pousse pas comme un champignon, comme un cèpe dans la nuit, quoi. Absolument, il n'y a pas une naissance spontanée et elle ne pousse pas comme ça. Non. Ah, mais je pensais pas, quand même, t'imagines, de juin à maintenant, quoi. Pour avoir une truffe qui est grosse comme celle qu'il y a sur la table, là, qui est grosse comme mon poing à peu près. Qui est une belle truffe du coup. Ah oui, qui est très parfumée. Celle-là donc, elle a commencé, elle est née, elle a fait qui a été bébé, hop. Voilà, elle est effectivement née en mai, ou en début juin, et elle s'est développée. Voilà. Incroyable. Petit à petit. Quel beau métier tu fais. Mais alors donc, non, mais là j'apprends quand même que tout le monde me raconte des bobards. Mais c'est plutôt par rapport au cèpe. Ah, mais il a pas gelé, donc il n'y a pas de truffe. En fait, la truffe, elle est là depuis le mois de mai, quoi. Donc, Non, mais tu sais, le truc du gel, c'est les gens disent il faut qu'il y ait du gel pour que les truffes soient mûres, ceci, cela. Non, c'est tout simplement que la truffe, plus il va y avoir effectivement le froid est rarement en début décembre, hein. Le froid est souvent en janvier-février. Ça correspond effectivement à la période où la truffe est mûre. Donc, voilà. Mais ça veut dire que si tu trouves une truffe en octobre ou novembre au pied d'un petit comment ça s'appelle les arbres là, les chênes, au pied des petits chênes, ça veut dire qu'après il va pas en repousser de l'hiver, quoi. Alors non, parce que d'abord tu n'as pas une seule truffe sous un arbre hôte, que ce soit un chêne vert, chêne pubescent, enfin peu importe. Tu as beaucoup de truffes sous un arbre, et ensuite tu as différentes phases sous un même arbre. Tu peux avoir des truffes qui vont sortir de début décembre jusqu'à fin mars, sous différentes racines. Il y a ce qu'on appelle nous des sorties, c'est-à-dire que suivant les phases de la lune, tu vas avoir des sorties en décembre, tu vas avoir des sorties en janvier, sur la lune de février, sur la lune de mars. Voilà. Par contre, si tu trouves effectivement des truffes en octobre et novembre, elles ne seront pas mûres. Ouais, elles seront pas mûres. Et c'est la truffe d'été. Et les truffes blanches, voilà. Alors la truffe d'été, c'est une autre variété. Tuber estiverum. Voilà. C'est une autre variété, c'est la truffe blanche d'été. Un mec a bûché. Voilà. Comme son nom l'indique, on la trouve l'été. Étonnant. Et elle est effectivement, elle a un aspect qui est à peu près identique. Elle a une peau noire. Le péridium de la truffe, donc c'est la peau en fait qu'on appelle le péridium, a des verrues un peu plus marquées que la Melanosporum, mais la truffe d'été va pousser, si vous voulez, en mai, juin, juillet, on en trouve jusqu'à fin août, début septembre même. Voilà, ça c'est sa période de maturité. Alors on en trouve dans nos régions, hein, bien entendu. Ce n'est pas sous les mêmes arbres. Ça, il ne faudrait pas croire que les truffes, que les arbres, les chênes font des truffes d'été l'été et des truffes d'hiver l'hiver. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce sont des arbres qui sont mycorhizés avec ce tubercule-là. Et bon, elle a des qualités, mais qui sont beaucoup moins puissantes que la Melanosporum. Les qualités organoleptiques sont quand même très faibles. Mais bon, c'est quand même... C'est autre chose au goût. Hein. Et la truffe de Bourgogne qu'on trouve. Alors la truffe de Bourgogne est une autre variété qui s'appelle la Tuber incinatum, qui est une truffe d'automne, elle. On peut aussi l'appeler truffe d'automne, et qui est une variété qui se rapproche de la truffe d'été, mais qui est une truffe d'été qui serait un peu plus évoluée. Donc elle tire vraiment sur le marron,
Et elle a quand même un parfum un peu plus prononcé et un peu plus intéressant. Voilà. Moins intéressant que la Mélano, mais quand même la truffe de Bourgogne est pas mal. Jean-Luc Clamens, monsieur Dan, appui de science sur la truffe quand même. La Maison Gaillard, évidemment. Alors, la truffe, aphrodisiaque ou pas aphrodisiaque? Alors voilà, non, mais je suis ravi, cette émission est d'un niveau exceptionnel. D'ailleurs, on va revenir au niveau de QQD. Et donc, effectivement, la Saint-Valentin approche. Alors, vous cherchez tous un peu de passion, de la fougue, du désir. Bon, on va laisser tomber les pâtes au gingembre, toutes ces conneries. Pour revenir sur des ingrédients aphrodisiaques comme la truffe, quoi, qui a de plus le mérite d'être un produit naturellement bio, puisque la truffe, et de terroir. Voilà. Car une bonne libido, cher Rémi, c'est comme le reste, ça s'entretient. Sinon, on a toutes les chances de passer pour une truffe. Bon, d'accord, ça fait pas son effet. Reste bien. Alors ce soir, voyons si la truffe, avec sa teneur élevée en phéromones, tient sa réputation d'influer particulièrement sur le désir de ses consommateurs et surtout de ses consommatrices. Car in fine, c'est bien ça qui va nous intéresser. Alors, faire un peu d'histoire pour reprendre le niveau de l'émission. Donc les Grecs et les Romains, ils prêtaient à la truffe des vertus thérapeutiques, aphrodisiaques, et pouvoir qu'on lui a reconnu jusqu'au 19e siècle. Mais maintenant, scientifiquement, la truffe est-elle réellement aphrodisiaque? Et la réponse est loin d'être scientifiquement établie. Donc on va s'intéresser à un animal tout simple, précieux allié des chercheurs de truffes, la truie. Car oui, la cochonne trouve naturellement des truffes. Hein, motivé par certains parfums, d'accord, identiques aux substances que l'on trouve dans les organes sexuels du cochon. Eh oui, non mais ça c'est scientifique, je suis en train de, on prend des notes. Donc il s'agirait d'une phéromone, un stéroïde, pour ceux qui, à forte odeur musquée, analogue à celle des testicules du verra transférés aux glandes salivaires pendant la phase de pressaillie. Ah. Il y a un blanc, là, ça calme. Là, ça calme. Voilà. Bon, on appelle ça les préliminaires chez l'homme. Voilà. Le rôle biologique de cette phéromone pourrait alors expliquer l'ardeur et la motivation de la truie pour la truffe. Et pour les chiens, tu as une idée ou... On va rester au cochon. C'est la Saint-Valentin. Pour les chiens, c'est... Non, mais t'as des chiens qui truffent aussi. Oui. Bon, alors savez-vous, chers amis et chères amies, que la saveur et l'odeur de la truffe sont un complexe de 9 composés aromatiques. Donc, ce sont des substances analogues à celles que l'on trouve chez l'homme, en particulier au niveau des aisselles et des glandes sudoripares. Ah non, là, ça, voilà, je vous l'avais dit que je faisais une chronique technique. Oui. Qui dégage leurs subtiles senteurs animales lors de la phase de copulation. C'est d'ailleurs à ce moment précis que le chaud lapin en début de soirée se transforme en gros cochon désinhibé en phase post-digestive. Donc après l'euro, le rut. Tu nous as pas dit que tu nous faisais une autobiographie? Tu l'utiliseras pour mon nécro, s'il te plaît, celle-là. Voilà. Donc, afin de compléter cet exposé physico-chimique truffé d'approximations animalières, il faut aussi aborder l'aspect socio-culturel du plaisir. Parce qu'il n'y a pas que l'aspect physico-chimique, il y a aussi l'aspect... c'est l'image truffe et champagne, et on a là, ici, deux représentants. Voilà, deux représentants sérieux de la truffe et du champagne, qui contiennent un cocktail psycho-aphrodisiaque. Donc c'est l'idée un peu de passer un bon moment en bonne compagnie à se régaler de mets subtils, merci Olivier, et rares, et qui stimulent un peu les circuits du plaisir dans le cerveau, quoi. Une sécrétion de dopamine, et tout s'enchaîne vers les voluptés de l'étreinte amoureuse. Je vous rappelle qu'on s'approche de la Saint-Valentin. Comme aimait à le dire Bria Savarin, on va faire la citation, ce célèbre épicurien, la truffe, ce mot qui, dès que prononcé, réveille des souvenirs érotiques et gourmands chez le sexe portant jupe et des souvenirs gourmands et érotiques chez le sexe portant barbe. Donc cette duplication honorable vient de ce que cet éminent tubercule passe non seulement pour délicieux au goût, mais encore parce qu'on croit qu'il élève une puissance dont l'exercice est accompagné des plus doux plaisirs. C'est du Bria Savarin, hein, c'est pas du moi ça. Bon, enfin, en tout cas, il est sûr que la truffe du Quercy ne laisse personne indifférent. Témoin autour de cette table, son parfum puissant et inoubliable dégage une odeur de sous-bois, de terre
et du mousse sublimé, de fruits secs torréfiés, je parle sous le contrôle du spécialiste. Voilà. Mais aussi de sécrétions animales et de suggestions subliminales invitant au rut le plus sauvage. Là, je parle à moi. Voilà. Donc, comme l'indique le célèbre adage, les truffes peuvent rendre les femmes plus tendres et les hommes plus aimables, aurait-elle aussi la propriété de réveiller le cochon qui sommeille en nous? Bravo Philippe. Bravo. Merci. Alors, on te le dit, est-ce que ça a été un jour un argument de vente de la truffe, Jean-Luc, d'aphrodisiaque, le côté aphrodisiaque Non mais je suis pas sûr qu'on l'avoue quand on commande. Peut-être qu'effectivement j'ai quelques clients qui doivent... Pour varier avec la corne de rhinocéros pilé. Non mais ça aurait pu être avec la truffe Gaillard, vous l'avez Gaillard. Oui, je n'avais pas mangé. Soyez Gaillard. Je pense que tu peux sortir. Il a trouvé les slogans. Tu peux sortir le bon de commande. Je pense qu'il a Rémi est preneur. Ouais, mais j'ai vu que ça a éveillé chez lui tout intérêt quand même. Ah oui, Guilleret. Ragaillardi. Le voici Ragaillardi. Et avec ça, on a basculé au rouge, Laurent Zimmermann. Oui, alors nous sommes passés sur un pur Cabernet Franc de chez Kevin Bardet. C'est domaine de la Fage. C'est le voisin des vignerons des Coteaux du Quercy, qui est lui en biodynamie par contre depuis la nuit des temps. La suite de Bernard Bouissou. Oui, ça y est, Bernard Bouissou a enfin pris sa retraite. Il a enfin lâché l'affaire. Non mais il n'y arrivait pas. Vous rappelez, on a fait des années d'émissions avec Bernard Bouissou. On adore son vin. Et c'est vrai que Kevin était arrivé avec ils étaient deux au départ à vouloir reprendre le domaine. Il y en a un qui est parti en route et Kevin, lui, est resté avec son épouse qui est le médecin généraliste à l'Albenque, au pays de la truffe d'ailleurs. Tout est raccord. Et lui qui a envie de s'intéresser au vin de la façon dont il le fait lui et moins peut-être de la façon dont le fait le vignoble des vins des Coteaux du Quercy. Peut-être Ouais, c'est un peu différent. Alors Kevin, il a pris le problème à l'envers. Il fait beaucoup de cuvées parcellaires maintenant avec des cépages vraiment authentiques et il essaie de révéler l'expression de chaque cépage à chaque fois. Donc là, c'est une cuvée qui est pareil en IGP Comté Tolosan. Ouais. C'est un pur Cabernet Franc sur une très belle parcelle de Cabernet qui récolte à belle maturité. Et ce soir, j'ai choisi de vous faire déguster son vin parce que le Cabernet, c'est un des cépages de l'appellation Bordeaux. Et les Bordeaux fonctionnent très bien sur la truffe. Donc du coup, je me suis dit, on va faire une pierre d'un coup. Non, mais c'est très sympa cet hommage à ton terroir, Laurent. Là, on apprécie effectivement d'avoir des. Et ça s'appelle comment? Non, c'est quoi? Alors, la cuvée s'appelle l'Atout. Domaine de la Fage, Kevin Bardet, 2016. D'accord. Tu nous feras un petit check sur les prix tout à l'heure. Olivier, monsieur Olivier. Qui bosse là. Saliba qui bosse à fond là. Est-ce que tu peux venir juste parce qu'on a basculé aussi parce que on a basculé dans l'assiette aussi. On est passé un petit peu sur du chaud là. Tout d'un coup, on a eu un petit club sandwich là, très sympa. Comment ça s'appelle ça C'est un petit club sandwich qui est pas de la SNCF. Oui, qui est pas de la SNCF. Il est tendre et onctueux. Un grève quand celui-là. Un petit croque avec une béchamel à la truffe. Voilà, c'est une recette que fait souvent nos amis de Montèche, le bistrot. Constant, voilà. Ah oui, la béchamel à la truffe. La béchamel, la truffe, tu l'auras pas après, en fin de cuisson ou pas? Je ne me souviens pas. Oh, non, si, Olivier, allez, raconte-nous ta béchamel. À quel moment la béchamel? En toute fin, parce qu'il ne faut pas la cuire. Ouais, à la fin. À la toute fin, ouais. À la fin. Alors la question, c'est est-ce qu'on met du fromage dans la béchamel ou pas? Donc c'est une grande question. Moi, j'ai juste mis des tranches de comté de chez Marcel Petit. Voilà, donc un joli comté au lait d'été. Juste une tranche, et puis la béchamel juste avec de la truffe. Et puis voilà. T'es sûr que tu l'as pas laissé un moment, le fromage avec la truffe, pour que ça prenne le goût? Je te tarabiste la mère. Elle va te cuisiner. Elle va te cuisiner. Oui, parce que un truc qui marche super bien, c'est de mettre dans un Tupperware des œufs. Mais alors là, et le seul qui me l'a appris, c'est celui qui est à côté de moi. Ne me raconte pas de bêtises, ça marche très bien. Oui, ça marche quand t'as pas beaucoup de trucs, que t'as pas une thune pour t'en payer, tu te dis oh ça va être bon. Non, ce n'est pas. Alors, amis auditeurs, n'écoutez pas
les gens qui croivent. Vous mettez dans un tupperware quelques œufs. Allez, vous mettez 6 œufs. Vous mettez une belle truffe avec. Et vous laissez quelques jours quand même, une petite semaine là. Non, pas une semaine, Non, 3 jours. 3 jours maximum. Ouais. Mais ça te donnera un parfum effectivement aux œufs, mais si tu ne mets pas de truffe après, ça va être difficile quand même. Hein. Non mais évidemment, mais c'est une bonne base, une bonne attaque. Tu fais ton omelette avec ça et tu rajoutes tes truffes après. Voilà. Ah, voilà. Mais c'est très bien. Voilà. Mais bien évidemment. Pour mais toi, bien- ça apporte un plus de préparer les œufs. Oui, à la un truc que m'a appris Jean-Luc Lamince lors de notre première émission sur la truffe il y a quelques années en arrière, c'était que la truffe c'est bon, oui, mais il faut en mettre beaucoup. Ça coûte cher, oui, mais il faut en mettre beaucoup. Et c'est pour ça que c'est un vrai produit de luxe. Non mais alors, non seulement pour que tu vives bien, mais parce que c'est vrai. Tu peux pas quand- te contenter de mettre 2 petits bouts Non. comme Quand ça, on mais c'est était sûr petit, que maman ça et va. papa, Ouais, ils c'est mettaient sûr. un petit bout de C'est truffe un comme peu- ça, Ouais, ils disaient parcimonie, il faut ouais. pas en mettre beaucoup parce que ça coûte cher. Ah oui. Eh ben si, faut en mettre beaucoup parce que ça coûte cher. C'est là que c'est bien. Non, c'est vrai. Bah, on mange rarement 25 fois de la truffe par an. Donc quand tu la manges, il faut en manger 1 à 2 fois par an et en manger de façon pas copieux parce que c'est un condiment. Non, mais il faut quand même au moins une dizaine, voire une quinzaine de grammes par personne pour avoir quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Vous avez entendu 10 à 15 grammes par personne. On va parler chiffres un peu. En ce moment, c'est 1000 balles le kilo à peu près. Non, beaucoup moins. Oh, c'est pas 200 balles non plus. Hein. Là, Non, il est en train de mâcher, il peut pas répondre. J'ai Jean-Luc entendu Lamince. des prix très très bas sur les marchés de l'Albin du mois de décembre. Non, alors Allez. les prix sur les marchés sont des prix qui changent toutes les semaines. D'accord. Plus on va avancer vers Noël, plus les prix vont augmenter. Ouais. Et ensuite, les prix à la sortie des fêtes rebaissent sur les marchés. Là, vous achetez une truffe qui est en terre, bien entendu, sur le marché, et non choisie, on va dire. Alors, il y a des trufficulteurs qui préparent très très bien leurs truffes, qui vont vous proposer des produits, comme il faut. voilà, qui vont vous proposer de très bons produits. Il y a un effort énorme, même on peut dire, qui a été fait sur la présentation des truffes sur les marchés. Alors qu'avant, il y avait beaucoup de terre autour de la truffe. Maintenant, les gens les préparent, les préparent et essaient de sélectionner de façon correcte. Donc, vous avez des prix, si vous voulez, qui vont varier sur les marchés à l'heure actuelle, entre, on va dire, de 600 à 800 euros à peu près sur les marchés. Voilà. On est assez bas cette année finalement dans le cours. 600, je me paraissais bas, quand même. Par rapport aux années précédentes qui étaient quand même beaucoup plus Mais élevées. sur un même marché, par exemple, aujourd'hui, il y a eu un marché à l'Albin, et les prix ont fait on va dire de 500 à 750 euros. C'est ça, c'est bas. Voilà. Et quand tu vas les acheter, est-ce que tu achètes le panier entier? Parce qu'il faut raconter comment ça se passe à l'Albin. Tu es dans la rue centrale, il y a des bancs en bois qui sont tendus, et chaque, en général, Et une corde. Et une corde. Et chaque agriculteur amène son panier de truffes, et tu enlèves la corde à la cloche. Donc toi, quand tu achètes, tu vas sélectionner un panier en particulier, tu achètes un producteur en particulier, est-ce que tu les sens? Comment tu procèdes? Alors d'abord, c'est pas moi qui achète directement sur le marché, ce sont des courtiers qui achètent pour moi, des gens qui travaillent pour moi, et qui connaissent évidemment, généralement ce sont des courtiers qui sont du coin, qui connaissent les gens, les trufficulteurs du coin, qui connaissent la qualité et le sérieux des trufficulteurs, et qui savent exactement à quel trufficulteur ils vont acheter leurs truffes. Voilà. Et quand à 14h30 le mardi, 14h30. Voilà, le coup de sifflet est donné et que la corde tombe, effectivement ils se précipitent et ils offrent le prix aux trufficulteurs. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Généralement on n'a pas de grosses surprises d'une semaine à l'autre. On a vu ça de le Cabardès, Rémi, tu te souviens? Le marché aux truffes, Ouh, c'était les beau, empélopholies ça. du Cabardès, fin janvier, C'est le c'est en même ce moment, là, principe, c'est bientôt, c'est très bientôt. Alors là, ça c'est vraiment un truc qui est très très chouette. Les empélopholies du Cabardès, c'est une grande fête qui dure tout un week-end, où il y a un salon des vins, des vignerons du Cabardès, qui est un vignoble que moi j'apprécie énormément, que j'ai appris à découvrir à ce moment-là, et il y a un marché aux truffes en même temps, et ils invitent un chef étoilé à faire une recette chaque année, pour un truc très simple, genre un petit sandwich. C'est ouvert à tous. Voilà. Et du coup, sur ce marché, donc on est dans l'Aude, hein, sur ce marché, pendant tout le week-end, tu peux déguster les vins du Cabardès. Et, alors à l'époque, mais ça doit pas avoir beaucoup changé, sur des stands, pour 2 ou 5 euros, tu peux manger des choses avec de la truffe. Donc tu as une soupe au potimarron truffée. Tu as un sandwich
au fromage truffé. Tu as plein de tartines et jusqu'au dessert. Et tout, rien ne coûte cher. Tout coûte entre 2 et 5 euros. Et tu peux manger réellement de la truffe. Pour revenir sur ce que tu demandais la question tout à l'heure, c'est-à-dire par personne, Jean-Luc disait 10 grammes. Si on le ramène au prix moyen, bon, on va naviguer entre 6 et 10 euros par personne pour se faire un repas sympa. Voilà, en gros. Voilà. Est-ce qu'il y a toujours un marché à la truffe à Caussade? Parce que je sais qu'il y a un marché le lundi matin. Lundi matin, le jour de marché. Hein. D'accord. Donc, à côté du marché au gras, effectivement, il y a... En même temps que le marché au gras, qui continue d'exister aussi péniblement. Oui. C'est difficile de trouver aujourd'hui du gras, des oies grasses, c'est introuvable. Introuvable. Mais il a des plans, je pense qu'il a des plans, regarde. Ah oui, il a eu le petit haussement de sourcils. On va le cuisiner celui-là aussi. On a basculé, monsieur, dame. On est chez les voisins. On est chez nous. On est chez nous. On est chez nous, attends, tu permets, on est cassé dans le nous. Non, mais là, on est chez nous parce qu'on a un studio à Cahors. Et là, Nous avons traversé le département. On est sur le secteur de Luzèche, chez Germain Croisille, qui est sur le plateau de Luzèche. Et c'est un jeune vigneron qui a une petite trentaine d'années, qui fait des Malbecs merveilleux. Il a repris l'exploitation agricole de ses parents il y a 5-6 ans maintenant, une petite dizaine d'années, on va dire. Et là, c'est une cuvée qu'il élabore à base de Malbec, élevée dans une cuve en pierre que son grand-père avait fait tailler dans le roc. Et donc, c'est très original. Il fait une cuvée qui comporte 1200 bouteilles environ. Donc, c'est une petite série, mais c'est un vin de très bonne qualité qui révèle le Malbec sur le côté calcaire crayeux lautois. Et ça fonctionne assez bien sur la truffe également. On est sur le millésime 2018. Nouveau millésime. La pierre, ça s'appelle la pierre. C'est une cheminée où j'espère que c'est pas une pierre tombale. Non, c'est la pierre, c'est la cuve. C'est la cuve qui est comme ça. C'est la cuve qui est comme ça. C'est la cuve. D'accord, c'est étonnant. Madame, monsieur, fin de la deuxième partie de ce Qu'est-ce qu'on déguste. À suivre donc ce fameux ouvrage qui a ouvert l'esprit et les papilles de Christophe. Enfin vous y connaître en vin. Et la non-nécrologie de Monsieur Soulage. On lui veut pas de mal à Monsieur Soulage, mais simplement, je me dis, quand Johnny Hallyday est mort, le nombre, à la vitesse à laquelle tous les journalistes ont sorti les nécros qui étaient déjà prêtes dans les tuyaux depuis je ne sais combien de temps, imaginez Soulage. Depuis 1980, les nécros, elles sont écrites, quoi. Il y en a même, ils sont morts, ils n'ont pas pu faire la nécro. Je te lègue. Il les a dézingués. Je te lègue la nécro de Soulage. Oh. Tu sais quelle était la pire hantise des architectes pour en connaître un du musée Soulage? C'était qui meurt avant l'inauguration. C'était leur hantise. Regarde, il est toujours là. Ça me rappelle le Viager, ce il va les enterrer tous. Et imagine les Espagnols. Des conservateurs du Louvre, parce que là, ils ont fait le siècle Soulage. C'est un truc de fou, quoi. Le siècle Soulage. Et la communication qu'il y a eu à Rodez pendant cet été. Incroyable. Et ben voilà, pour en savoir plus, restez avec nous. Qu'est-ce qu'on déguste depuis 20 sur 20 à Caussade avec Jean-Luc Clamins de la Maison Gaillard, avec Laurent Zimmermann de 20 sur 20 et avec Olivier Saliba et son second Tyson de la Cantina des Carcines. On revient dans un instant. Quoi, Carcine ou Carcine? Qu'est-ce qu'on déguste? La suite. Oui. Qu'est-ce qu'on déguste à Caussade, Cours Didier Rey, 20 sur 20. C'est la cave de Laurent Zimmermann. On est accueillis comme des rois ici autour de cette très très belle table. Il faut dire que la cave est magnifique. Hein. Si vous avez jamais poussé la porte de cet endroit, et ben, rien que pour le plaisir des yeux déjà, il faut le faire parce qu'on dirait la caverne un peu d'Ali Baba. Il y a une très belle déco. Il y a des lustres qui me rappellent un copain qui fait de la déco dans le coin. Mathieu Raymond, oui. Des idées? Ça s'appelait des idées. C'est toujours des idées? C'est toujours, en fait. Bon, il n'exerce plus, mais lui, il est toujours là. Hein. D'accord. Et il est toujours en France aussi. D'accord. Il habite à La Vorette. Il a beaucoup de talent, ce garçon. Et avec de la récupération, il fait des super objets. Il nous a créé tous les lustres du magasin, tout ce qui est luminaire, c'est lui. Alors, on est aussi sur de très belles tables en bois. Quoi. C'est costaud, c'est du costaud.
Caussade aussi, la maison plantade à Caussade. Non mais c'est important. Circuit court, hein, c'est important. Je trouve que... Circuit court, c'est bien. Laurent Zimmermann, je trouve que ce qui est intéressant dans tout ça, c'est évidemment ce qui est bien dans le verre, c'est dans le verre, c'est le goût, mais c'est aussi ce qu'on met autour, ouais. C'est dans l'environnement dans lequel on va... on en parlait tout à l'heure, comme dans une salle de restaurant, c'est important d'être bien accueilli, d'avoir une belle table, une belle verrerie, une belle vaisselle. Et chez nous, voilà, on essaie d'allier tout, de beaux produits et de bons conseils et un bon accueil. Voilà. Bon, on a besoin de conseils, Laurent. Allez. On a des questions sur le Cahors. On a des questions. Le Cahors a changé. Cahors. Le nouveau Cahors. Alors, les Cahors nouvelle génération, c'est sorti il y a plusieurs années maintenant, mais c'est Pascal Verhaeghe qui a mis le pied à l'étrier à plusieurs jeunes vignerons qui se sont dit, ben voilà, il faut essayer de sortir un petit peu la tête hors de l'eau, parce que Cahors c'était une appellation en perte de vitesse. Et il y a toute une équipe de jeunes vignerons là qui ont entre 25 et 40 ans maintenant qui ont pris le problème des Cahors à l'envers et ils se sont dit il faut faire des Cahors avec des macérations à froid et des cuves thermorégulées de façon à avoir des Cahors plus légers, plus souples, plus soyeux, avec des tanins fondus. Et c'est le cas d'ailleurs là sur la cuvée La Pierre, hein, c'est un millésime assez récent et c'est un vin qui se déguste très bien maintenant. Oui, alors on s'est demandé même quand il y a eu tout cet afflux de nouveaux Cahors si c'était bien les mêmes cépages en fait qui étaient utilisés. Et oui, alors à l'époque, il y a une trentaine d'années, il s'est planté, enfin, il y a plus de 30 ans, il y a une cinquantaine d'années, il s'est planté beaucoup de merlot sur l'appellation Cahors, et ce qui servait à faire les Cahors carte noire. Et ces jeunes vignerons ont remis au goût du jour le Malbec, donc le cépage endémique de l'appellation Cahors. Donc le Malbec, on peut l'appeler Auxerrois ou Côte. Et donc il a 3 noms pour désigner le même cépage. Et le cépage qui a été élu le cépage de Cahors, c'est le Malbec, donc par l'interprofession des vins de Cahors. Et donc tous ces jeunes vignerons ont arraché ces parcelles de merlot pour replanter du Malbec. Et sur des terroirs de 2e, 3e terrasse, voire le plateau. Et le plateau leur permet d'avoir des nuits plus fraîches et d'avoir des vins un petit peu moins sur l'alcool et plus sur l'onctuosité et la fraîcheur. Donc on ne trouve plus trop ce Cahors très tannique là qu'on connaissait justement. Maintenant, ça a été remplacé. Donc. Voilà, alors ça, c'est les secrets de la vinification, hein, l'œnologie. Donc a fait d'énormes progrès ces 30 dernières années. Et donc les vins sont vinifiés presque comme des blancs. Donc le Malbec, ils le prennent, ils font des macérations pelliculaires à froid avec des extractions douces. Et du coup, des fermentations alcooliques maîtrisées, ce qui permet d'avoir des tanins assez soyeux, fondus, tout en gardant la typicité du terroir et du cépage. D'accord, donc c'est bien, on est bien sur le Malbec. Mais je suis très étonné de ce que tu dis, c'est-à-dire que le fameux carte noire, on a tous bu du carte noire. Oui, c'est ce qui a flingué l'appellation d'ailleurs. Et ça, c'était pas ça n'a pas fait que du bien. Non, mais c'était quand même super tannique. C'était la course au rendement, donc ils avaient planté des merlots en plaine et sur du sol alluvionnaire qui était très chargé, et, en microéléments et très organique. Du coup, ça permettait de faire des rendements exponentiels et d'avoir du volume. Donc ils ont. En même temps. Mais pourquoi c'était tannique comme ça? Parce que le merlot, c'est pas tannique. En même temps, à cette époque. Quand on fait des jolis volumes, après avec des fermentations alcooliques à l'ancienne, donc des macérations longues, avec des fermentations en grappe entière, ça permet d'avoir des tanins verts, des tanins de rafle, des tanins de pépins. Et quand le raisin n'est pas mûr, ça donne des vins très tanniques. Oui, puisque c'était plus que le carte noire à l'époque. Tous les Cahors étaient hyper tanniques. Il fallait les attendre 20 ans avant de déguster. Oui. Tout à fait. Alors que maintenant, on peut les déguster. Et alors là, et donc voilà, c'est pas transgénique, c'est juste un savoir-faire qui a changé. Quoi. Exactement. Voilà. Non mais oui, parce qu'on pourrait se dire des fois quand tu connais rien. Bah oui, la théorie du complot. Justement, Christophe, si vous ne connaissez rien. Procurez-vous ce livre. Vous allez enfin vous y connaître en vin. C'était de mes cadeaux de Noël offerts par quelqu'un qui devait me trouver très très moyenne, donc au niveau onologique. Mais bon, car malgré toutes ces années, qu'est-ce qu'on déguste à recevoir des professionnels du vin, à en boire avec mes amis de l'émission, j'ai acquis une certaine culture au niveau du vin, mais grâce à ce livre, j'ai approfondi mes connaissances et sans effort, avec un réel intérêt. Le bouquin est très bien illustré avec de nombreuses infographies. Il va droit au but avec des questions précises, par exemple. Et je pose des questions en même temps à Laurent Zimmermann, qui n'est pas devant son micro, mais il va me répondre après. Des questions du style, est-ce que ça existe un vin correct en cubi? Oui.
Alors ça peut exister. Après, c'est une affaire de vignerons. Donc les vignerons consciencieux mettent en cubis des vins de qualité. Et c'est comme tout en fait, hein. C'est l'amour du vigneron. Et après, il faut que le vigneron déjà à la base fasse du vin correct. Et ensuite qu'il ait une démarche de vouloir faire plaisir à des budgets convenables. C'est ça ? Après, on rentre un peu plus dans le technique avec le bouquin. Par exemple, c'est quoi les sulfites? Mais bon, rapido. Alors, les sulfites, en fait, c'est du soufre, hein, tout simplement. Et qui est rajouté souvent à plusieurs étapes de la vinification, parce que c'est le seul antiseptique qui est autorisé dans l'élaboration du vin. Et en fait, là où il fait le plus mal, presque le sulfite, là où ils font le plus mal, c'est quand il est rajouté à la fin de la fermentation. Quand il y a la mise en bouteille qui est effectuée par le vigneron, il rajoute des sulfites qui ne sont pas intégrés au vin. La technique du collage, dont on avait déjà parlé dans l'émission, mais un petit rappel. Alors le collage... si c'est trop technique... Le collage, en fait, c'est l'action de pouvoir clarifier le vin, on va dire. Donc le vin, en fin de fermentation, est trouble. Et donc il y a plusieurs solutions pour pouvoir le clarifier, pour qu'il ne soit pas trouble, justement. Donc la première action est très simple, c'est il faut une filtration, enfin une précipitation des plus gros dépôts par le froid. Donc ils ouvrent les portes du chai en janvier, février, ce qui permet de faire descendre les plus grosses bourbes. Et ensuite ils soutirent le haut de la cuve qui est clair. Et ensuite le reste est filtré de la cuve. Et le collage, et en fait c'est l'action de rajouter du blanc d'œuf en l'occurrence, ou de l'albumine de poisson dans la cuve, donc il bâtonne, et en fait cette albumine va permettre de pouvoir faire déposer tous les dépôts et les sédiments au fond de la cuve. Bon, bien sûr, vous aurez compris que Laurent Zimmermann n'a pas besoin de lire ce bouquin. Vous allez enfin vous y connaître en vin. Il a répondu tout juste. Il y a une question aussi. Est-ce que le vin bio a meilleur goût qu'un vin pas bio? Pas forcément. Ça vient du vigneron. Ça, on sait que non. Pas forcément. Mais l'inverse est vrai aussi. Tout à fait. C'est une mine, ce livre, en tout cas. Rien compris. C'est pas grave. Comment acheter le vin, comment le conserver, le servir, la dégustation, les cépages, avec un tour du monde avec les 7 cépages principaux, et même un quiz à la fin du bouquin pour savoir si vous avez bien assimilé tout ce que vous avez lu. C'est vraiment parfait pour les novices. Chez Larousse, 18 €, c'est briller. C'est donné pour briller en société comme ça. Et alors, à la fin de la lecture, tu as eu une bonne note au quiz? Mais tout à fait, j'ai eu 18 sur 20. Ah, parce qu'il y a un quiz à la fin? Oui, il y a un quiz à la fin. Moi, j'en ai un quiz, c'est le quiz de la Mascagne. Tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait au dernier, qu'est-ce qu'on a dit? Moi, je voudrais quand même, de la part de Jean-Luc, une remarque sur ce qu'on est en train de... Ce qu'on vient de finir de manger. De déguster, là. D'abord, il faut remercier le chef, je pense. Allez, Olivier, un petit coup d'applaudissement. Olivier, bravo. Voilà. La cantine à Kersine, ouverte toute l'année. À la Montpezat de Quercy. Je crois qu'on en a déjà parlé, quoi. La chose, pour la truffe, c'est les mariages les plus simples qui sont les meilleurs. Généralement, l'œuf, là, et en l'occurrence, un des meilleurs mariages. Voilà, des œufs avec de la truffe. En plus, on s'est permis d'émincer un petit peu de truffe au-dessus pour un petit rappel. Voilà. Petites chips de truffe par-dessus. Voilà, deux grosses mouillettes pour accompagner tout ça. Bon, c'est simple, c'est pas prétentieux. Et c'est très bon. Et c'est très bon. Voilà. C'est excellent. Ouais, c'est bien, hein. Et nous allons plutôt nous intéresser à l'aspect culturel de ce noir, de cette couleur, de cette truffe, puisque il a fallu un biais quand même à Émilie. Alors évidemment, quand je vois ces magnifiques lamelles de truffe que nous a mis Olivier sur cette brouillade, je pense de suite à cet artiste, ce jeune artiste en devenir qui est Pierre Soulages. Donc, on pourrait faire un lien entre les œuvres de Soulages et les lamelles de truffe. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Donc, on parle de veines, on parle de marbrure pour la truffe. On pourrait parler de rayures et de stries pour les œuvres de Soulages. Alors, il faut rappeler que Soulages est un des seuls artistes et un des rares artistes à inaugurer un musée de son vivant.
D'autant plus là que nous sommes en 2020 et Soulage a fêté son 100e anniversaire. Donc on appelle ça le siècle Soulage. Il y a eu des grandes rétrospectives au musée Soulage de Rodez, au Louvre, à New York, à Montpellier et à Shanghai cette année. Donc quand on parle de Soulage, on parle du noir. Il incarne à lui seul le noir pour le grand public. Alors pour lui, c'est la quête d'une vie. Il cherche à faire jaillir la lumière de l'obscurité. Et il a donné le nom d'outre noir à cette recherche. Le reflet de la lumière sur le noir. C'est la lumière qui réfléchit. C'est la lumière dans les œuvres de Soulage qui est importante. Alors, vous imaginez pas que c'est du noir monochrome classique. Non, il y a des contrastes, il y a du mat, de la brillance. Tout cela dans des matières absolument incroyables qui mettent des dimensions pratiquement sculpturales dans les œuvres de Soulage. Il ouvre une autre dimension sur la peinture. Le noir n'est plus seulement du noir. C'est une remise en question des codes de la peinture. Car finalement, le noir ne représente rien dans l'inconscient collectif. Mais Soulage a su libérer tout ça. Il a libéré la peinture de toute figuration, de toute représentation et même de toute interprétation. Comme je vous l'ai dit, seule la lumière compte. C'est un peu comme dans la truffe. La truffe qui sort de terre, qui est bien à l'abri dans l'obscurité. Elle fait jaillir la lumière dans nos plats. C'est beau. C'est vrai. Je fonds. Tu fonds, simple et efficace. C'est efficace. Comme la truffe. Voilà. Comme une brouillade d'œufs. Ah, et c'est pas fini quand... Non mais tu croyais que c'était fini, mais non, Olivier, il te remet encore une tartine. Non, moi je suis en retard. Ah non, mais là... Merde, je croyais que tu l'avais terminé. C'était court. C'est tellement bon, c'est comme la truffe, j'en avais un petit encore. Non, c'est vrai. Alors là, on est sur un carpaccio de magret, c'est ça, Olivier? Oui, c'est une recette de Monsieur Camas. Camas. Donc, bien dans le micro, s'il te plaît. Carpaccio de magret de canard, IGP Sud-Ouest, et puis une jolie tranche de truffe, et puis huile d'olive sicilienne, puis un petit peu de fleur de sel. On en discutait quand on préparait l'émission. Il me disait normalement ça matche bien. Moi j'ai toujours hésité avec l'huile d'olive sur la truffe, tu vois, je vais essayer. Alors, huile d'olive sur la truffe, Jean-Luc? Alors ça c'est toujours pareil, ça c'est le corps gras. Si on est, il faut savoir par exemple que la truffe en France aujourd'hui, beaucoup de truffes viennent du sud-est de la France. Dans le sud-est de la France, c'est pas le beurre qui est à l'honneur, c'est l'huile d'olive. Donc les gens ont l'habitude de consommer la truffe avec l'huile d'olive. Un autre pays qui est producteur de truffes, et notamment aussi celle-ci, la truffe noire, c'est l'Italie, où ils utilisent aussi l'huile d'olive avec la truffe, truffe noire. Tant qu'on est là-bas, la truffe blanche, c'est pas la même. Ah ben c'est pas la même, non, c'est un autre tubercule. On en a parlé tout à l'heure. Il paraît que c'est la meilleure de chez les meilleurs. Ce n'est pas comparable, donc on peut pas... Alors, si tu veux, on a parlé tout à l'heure de la truffe blanche d'été, qui est une variété. Tu as la Melanosporum, qui est la truffe noire d'hiver, la truffe que l'on trouve ici. Et ensuite, en Italie, pas qu'en Italie d'ailleurs, hein, tu la trouves aussi dans certains pays proches de l'Italie, comme la Croatie, ou même en Bulgarie un peu plus haut. Mais tu as la Tuber magnatum, qui est la truffe blanche d'Alba, qui est un tubercule blanc, à peau blanche, lisse, et intérieur blanc rosé, et qui est un tubercule qui sort à l'automne, et dont on se souvient souvent les prix, puisqu'on entend souvent parler de ce produit par le prix, mais qui est un véritable produit exceptionnel. Mais par contre, c'est vraiment un gaz, quoi. Contrairement à notre produit, il ne se cuisine quasiment pas, il s'émince sur les plats et se réchauffe au contact des mets pour exhaler en fait tout son parfum. C'est très volatile, ça se rapproche d'une odeur de gaz véritablement, et on ne peut pas la comparer avec la nôtre, mais c'est un produit exceptionnel. Oui. Voilà. Mais déjà, la Tuber Melanosporum est quand même... Du Quercy, remarquable. Du Quercy. Ouais, en tout cas, dans le Quercy, on a dégusté ici. Alors, on est sur un Château-le-Roc, on est passé dans le fronton. Oui, je me disais aussi. Donc l'accord là, c'est Domaine Le Roc. Domaine Le Roc, la cuvée réservée. Donc c'est un bel assemblage entre la négrette, cépage endémique de fronton. Et ensuite, on a également de la syrah et un petit peu de merlot.
en cépage complémentaire. Donc le tout est élevé en barrique. Les merlots sont élevés en foudre, donc ce sont des très grosses barriques pour éviter de rajouter du tanin. Et c'est un millésime 2015, donc ça développe des notes d'humus comme ça, c'est très intéressant, légèrement fumé. Et c'est un vin qui est très bien équilibré et qui fonctionne très bien sur pas mal de plats, des gibiers ou autres, avec de la truffe. Alors on parlait du Cahors tout à l'heure, c'est vrai que ça pour un fronton il est assez étonnant aussi en fait. On retrouve pas tellement la typicité de la négrette du fronton, c'est beaucoup plus harmonieux je trouve. Ouais, bah après il y a l'élevage en barrique qui rajoute ce côté un petit peu légèrement fumé, un petit peu cuir. Et après le millésime à 2015, c'est un joli millésime un petit peu chaleureux. Et alors on va s'arrêter 2 secondes et demie quand même sur l'étiquette, où aujourd'hui quand même la mode et à des étiquettes très marketées, très jeunes, ou avec des histoires. Là, on est revenu sur un truc des années 80, quoi. Le classicisme absolu, quoi. Même 70, quoi. C'est la classe. C'est quoi? C'est pour marquer quelque chose? Oui, ben c'est pour marquer la cuvée, le thème, parce qu'en fait, Domaine le Roc, c'est des enfants qui sont en train de reprendre, la famille Rib, et les enfants passation de pouvoir. C'est la fille qui reprend. Oui, tout à fait. Donc la cuvée classique est devenue cuvée petit caillou, et les étiquettes sont en train d'évoluer avec la génération. Dis-moi, exactement ce que j'aurais pas dit mieux. C'est là où tu es le meilleur, Rémi. Alors, on se fait un petit point sur le marché de la truffe en 2020, plutôt en dessous que les années précédentes. Est-ce que, j'ai une question là-dessus sur le prix de la truffe, est-ce qu'il est lié au fait qu'il y a quelques années en arrière, il y a eu un tel revival des trufficulteurs, c'est-à-dire on a planté des chênes truffiers partout sur le Quercy. Et du coup, maintenant, ça donne. Et du coup, est-ce que ça ne fait pas baisser les prix? Pas du tout. Merci pour cette intervention, Jean-Luc Clamart. Non, tout simplement. Alors, il s'est planté effectivement beaucoup de chênes truffiers, mais il n'y a pas une réussite extraordinaire en termes de rendement, en tous les cas. Bon. Voilà. Non, le problème, c'est qu'il ne s'est pas planté que des truffes en France. Et que l'Espagne, qui était un des pays producteurs avec la France et l'Italie, l'Espagne a réussi par contre, elle, sa conversion et a réussi à produire de façon très importante de la truffe dans plusieurs régions, notamment en Aragon. Et l'Espagne est devenue le premier producteur mondial de truffes, avec des quantités très importantes, de l'ordre de 3 à 4 fois la production française. Alors ça veut dire que des prix chutent à peu près pour en Aragon. Alors l'Aragon, la production française par exemple, on est entre 20 et 30 tonnes et les Espagnols sont autour de 100 tonnes, je pense, entre 80 et 100 tonnes. D'accord. À la grande époque, on était à combien? La grande époque, c'est quoi? Je sais pas, un jour début tu m'as dit. Début 20e, il y avait 1000 tonnes en France. Voilà, c'est ça. Là, ça laisserait. Voilà. Donc il y a de la marge. Et c'était déjà un produit de luxe ou pas? Non, c'était un produit populaire. Ah bon? Non, enfin, pas produit forcément populaire parce qu'il se vendait quand même assez cher, mais effectivement, il y avait des productions importantes et tout n'était pas forcément vendu à l'époque, d'abord. Et puis il y avait des problèmes pour conserver le produit, il y avait d'autres problèmes. Donc effectivement, il y avait des fois où il y avait de la truffe à très bas prix. Mais pour en revenir à nos jours, effectivement, une année comme cette année, si on fait un bilan, on est sur une année qui est une année assez faible en termes de qualité, parce que nous avons eu effectivement la sécheresse de l'été dernier et les hautes chaleurs surtout. Et ensuite, un automne assez pluvieux, même très pluvieux sur certaines zones, qui ont fait que la truffe a terminé de mûrir en fait dans de l'eau. Donc on a une texture un peu plus souple que d'habitude, avec des arômes peut-être moins poussés que d'habitude. Alors on est au milieu de la saison, on va aller vers certainement des truffes encore un peu plus mûres, et peut-être qu'on aura des bonnes surprises. Voilà. Mais en termes de quantité, en tous les cas, nous avons de la truffe en France, mais de façon relativement faible, puisqu'une région importante en termes de
production qui est la région du Sud-Est, et notamment le Vaucluse, qui est le premier département, producteur français, normalement, est très déficitaire cette année. Voilà. Donc on trouve des truffes un peu partout, mais en petite quantité. Donc il faut essayer de trouver les truffes et développer pas mal de... disons rechercher en fait la truffe là où elle est. Voilà, c'est ça le truc. Donc il faut fouiner. C'est ça. À la Maison Gaillard, il y a combien de fouineurs aujourd'hui ? Disons que si vous voulez, la facilité, c'est effectivement d'aller là où se trouve la truffe. Donc vous pouvez effectivement aller uniquement en Espagne chercher la truffe, puisque c'est là qu'elle se produit. Et puis vous pouvez aussi vous dire, si tout le monde va là-bas, comment se différencier ? Et il y a quand même des efforts qui ont été faits au niveau de la trufficulture en France. Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'aller peut-être vers la Charente, d'aller dans le Lot, la Dordogne, remonter vers l'Aveyron, aller vers le Vaucluse, le Var, la Drôme, l'Isère. Mais en France, quoi. En France, voilà. À la Maison Gaillard, on reste en France. Non, je ne reste pas en France, mais j'essaie de favoriser D'accord. les terroirs français et de proposer à mes clients des truffes de différentes provenances en leur expliquant les choses. Voilà. Donc, ça n'a pas répondu à ma question de combien il y avait de fouineurs à la Maison Gaillard. Ça dépend. C'est un peu comme 7 à 8 courtiers. Ah oui. Qui sont géographiquement sud-est et sud-ouest. D'accord. Et est-ce qu'il y a toujours une valeur de goût ? Comment tu les formes, tes courtiers ? Ils vont goûter, ils font quoi ? Non. D'abord, mes courtiers ne vont pas goûter toutes les truffes. Ils vont simplement aller sur les marchés où on peut trouver des truffes et ils vont essayer de prendre des courtiers qui sont originaires des lieux à peu près, ou des régions, pour avoir une connaissance des familles qui produisent, ou quoi, qui ont des qualités au moins dans les produits. Et c'est surtout des gens qui ont la capacité de persuasion de nous donner les truffes, d'avoir un prix intéressant, de leur expliquer qu'on va revenir toutes les semaines leur chercher les truffes, puisque c'était une récolte qui est hebdomadaire pour la truffe. Et voilà, d'essayer de tisser une sorte de partenariat, quoi. C'est des bons commerciaux, quoi. À la fois, oui, persuasif. Un coup de cœur, un coup de gueule, c'est ce que nous propose Stéphane maintenant. Oui, alors un coup de cœur, vu le festin pour les papilles ce soir, là ça aurait pu être le retour à Qu'est-ce qu'on déguste, mais c'était pas vraiment prévu. Donc je vais reparler de choses que j'avais évoquées précédemment. C'est mon goût pour les voyages, aller découvrir des endroits plus ou moins connus. Donc je vous avais parlé dans mes quelques chroniques à Qu'est-ce qu'on déguste de divers endroits que j'avais appréciés. Et donc là c'est un petit peu moins loin, mais pas en France quand même. Donc j'ai découvert l'année dernière dans mes prospections un petit village au Portugal, au nord de Lisbonne, donc des endroits où beaucoup de touristes commencent à aller, mais autant Lisbonne est très courue, autant si on s'éloigne un petit peu, on peut découvrir des endroits un peu plus typiques. Et donc, je fais des explorations aussi par rapport à l'activité de surf, mais j'ai trouvé un petit village de pêcheurs au nord de Lisbonne qui s'appelle Ericeira, donc connu plutôt de surfeurs puisque c'est assez réputé pour avoir de bonnes vagues, mais en fait, c'est un endroit très typique. Avec des côtes, une côte avec des falaises très découpées, une préservation qui est mise très en avant au niveau de tout l'environnement et de l'océan et de tous les à côté. Et c'est un endroit vraiment où on se sent bien et très typique. On peut parler avec les pêcheurs, déguster le poisson frais directement. Voilà, donc c'est un gros coup de cœur. Faut se mettre un petit peu au portugais, mais il faut parler un peu portugais. Quand on voyage, on essaie de trouver quelques mots et on arrive toujours à se faire comprendre de toute façon. Comment s'appelle le bled ? Absolument, voilà. Et donc, comment s'appelle le bled ? Le bled s'appelle Ericeira, donc c'est à peu près une demi-heure au nord de Lisbonne sur la côte. Sur la côte atlantique, donc on arrive à l'aéroport de Lisbonne, on prend une voiture, une demi-heure après on y est.
c'est parfait. Quoi. Ça, c'est le coup de cœur. On reste là-dessus. Comme ça, c'est pas besoin de faire un coup de gueule. Ouais. J'aimerais un deuxième coup de cœur. Comme ça, on va redonner la parole rapidos à Olivier Saliba. Parce que c'est un bon coup de cœur aussi, là, quand il a des Carcines. Je sais pas si tu as déjà été à Montpezat de Quercy dans son resto à Olivier. Ce restaurant spécialisé, nous on a eu les honneurs. On a été accueillis comme des rois. Ouais. Et, spécialisé et voilà, fromage. Et c'est lui qui nous a fait ça. toutes les superbes dégustations qu'on s'est fait ce soir. Olivier, viens. Ouais. Non, Olivier, non, ça suffit maintenant. Ça Fromage suffit. et autres repas, Tu nous il est rejoins, en s'il fait, te plaît. Il est ambassadeur des cochons noirs de Bigorre, il est ambassadeur de tous les produits du Sud-Ouest. Tu bosses avec lui. Les bons magrets, Alors, les bons plats cuisinés maison. Ah, c'est vrai. Ah, Olivier, on travaille ensemble, ouais, c'est une passion, la commune, la gastronomie. La gastronomie. Des gastronomes. Et votre voilà. terroir. Parce que vous Ouais, êtes tous les le deux terroir, accrochés à tout à fait, votre ouais. terre. Et ça, je trouve ça remarquable, que ce soit dans cette cave, comme Il y a une bonne chez synergie là, chez Olivier. c'est bien trouvé, je crois. Bah, vous vous régalez, quoi, en gros. Qu'est-ce qu'il est en En train de gros, faire? Pourquoi est-ce qu'il peut pas venir? En gros, il faut être pote avec vous deux pour se la péter. Du brie truffé, je pense. Il est en train de faire du brie truffé. Oui. D'accord. Ça sent bon d'ailleurs. Ouais. Bon, le brie truffé en même temps, Il fait le brie truffé. ça peut se faire après, ça. Viens. Tu viens ou quoi? Tu vas te Allez. prendre une remontée, là. Viens. Si tu viens pas. On flotte tous en bas. Il veut s'accorder avec la Chien. belle Syrah de Mathieu bosseur. Barré. J'étais en train de me battre avec un brie de Nangis. Nangis, c'est un petit patelin à côté de Melun. Et tout le monde connaît le brie de Melun, bien sûr. On apprend ça en CM2 à peu près. Voilà. Et le brie de Nangis, la particularité. C'est loin, le CM2. Vas-y. Voilà. Et voilà. Et le brie de Nangis, comme le brie de Montereau, ce sont des bries qui sont très très épais et qui sont à maturation lente, ce qui fait que pour les truffer, c'est plus simple. Enfin, normalement, parce que là, je galère franchement pour vous faire vos tartines. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui est difficile? Parce qu'il est un petit peu crémeux, le jeune homme. Il a pris chaud, quoi. C'est ça qui est Il est bon. bon. Il faut dire qu'il s'est retrouvé à être obligé de vivre en collaboration avec du mascarpone. Et bon, voilà. Donc, Moi, dis-moi, ton second Tyson, c'est un bon gars? ouais, il a fait l'école de Léo Souillac, belle école d'hôtellerie. Il a obtenu son CAP cuisine. Il était premier de sa classe, ce jeune homme. Et donc, quand il m'a appelé pour me dire, étant Montpesaté, il m'a dit, est-ce que tu peux me prendre en stage? Je dis, écoute, avec plaisir. Et puis, il a enchaîné sur un bac pro cuisine en alternance, donc en contrat d'apprentissage. Et donc, il est en contrat d'apprentissage au restaurant. Et il faut reconnaître que la filière de la restauration fait la part belle à l'apprentissage. Et moi, je trouve que c'est une belle façon d'apprendre son métier. D'accord. Et donc, on ne peut que conseiller d'aller faire un saut à la cantine des Quercy. Le midi comme le soir, sur réserve ou pas. À la fois bar à vin, à la fois resto tourné, à la fois fromagerie. Enfin, c'est un endroit très très étonnant. Et très convivial. Et avant très tout. convivial. Très convivial, très chaleureux. Bravo. On y retrouve plein de vins. On a une jolie synergie avec Laurent. Puis tous les vins du Coteau du Quercy, parce que Montpezat, c'est le chef-lieu de l'AOC. Donc, la Fage, la Cape des Vignerons, Guillot. Gabachou. Allez, santé. Chou. Gabachou. Chou. À la tienne. Et là, on a changé. On est sur un brise-caillou. Alors, c'est Mathieu Barré. C'est un cornas. Mais c'est quoi cornas? Cornas, c'est une appellation du nord de la vallée du Rhône. Donc la partie septentrionale, c'est une très belle syrah d'un vigneron qui est en biodynamie sur Cornas. C'est au sud de Tain-l'Hermitage. Et c'est le sud du nord de la vallée du Rhône. Et ça donne des vins fabuleux. Alors là, on est sur un millésime 2017. Donc c'est un jeune vin, mais qui est tendre, fin et un petit peu sur des arômes légèrement tertiaires, un petit peu sous bois. Et à l'odeur, il est cuir, il est selle de cheval. C'est sur le fil quand même. Eh oui, non mais il a une agent. très bonne odeur qui nous dit viens bois-moi. Et Alors, puis alors dans quand on 15 le ans, boit, tout sur d'un de coup la il est tout truffe resserré et sur du lui-même comme lièvre ça. à la royale, c'est il a peur tout d'un coup là, non? Quand on le boit, il est tout resserré. Comment un vin peut avoir une différence telle comme ça entre son odeur et la bouche?
Alors, c'est ce qu'on appelle la réduction, c'est quand le vin est un petit peu, il se renferme sur lui-même parce qu'il n'est pas dans une phase de dégustation. C'est des vins qu'il faudrait déguster en même temps que lire le calendrier lunaire. Ah, la pleine lune. Donc ça, c'est une autre émission, c'est un autre thème. Mais au-delà de ça, il y a une légère volatile qui lui donne une tension qui lui va très très bien. Mais ça, il faut être un artiste pour réussir ça, avoir cette petite volatile là, tac. Très élégant. Aurélien, il fait des signes comme ça. Là. Alors, à votre avis, on dépasse. On dépasse. On voulait s'évader du montage. sud-ouest. Il a commencé à nous couper, Aurélien. On est pas mal là quand même. Bon, eh ben, ça veut dire que il va falloir qu'on dise au revoir à nos auditeurs, mais nous on va rester là autour de cette table et on va déguster le brie. Non mais à un moment, ça se mérite cette émission. C'est vrai. Ben oui, peut-être un jour on invitera un auditeur privilégié à venir s'asseoir avec nous. On sait pas. Bon, je préfère une auditrice. Oui, mais si on commence à dire ça, jamais elle vient, hein, parce que. Non, mais... on t'a vu, vu à la caméra la semaine dernière. Hein. Ouais, justement, coupé. Et ben voilà, on arrive au bout. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'Olivier Saliba, qui est en train de nous préparer son brie truffé, va venir s'asseoir avec nous, va nous servir ça dans quelques instants. Et d'ici là, on va remercier tout le monde. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la cave 20 sur 20 de Caussade, Laurent Zimmermann, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Je sais qu'on peut rentrer ici pour acheter du café, on peut rentrer ici pour acheter pour boire du thé, même ça fait salon de thé. On peut venir ici pour... Ah si, tiens, on va faire un petit point là-dessus. Pour venir à ces soirées dégustation, il y en a une qui arrive bientôt. Oui, alors le nouveau programme sortira... alors, la prochaine soirée, c'est le 31 janvier, donc avec Jean-Luc. Et, donc c'est vin et truffes. C'est vin et truffes. Ce qu'on a fait un peu ce soir. C'est truffes et beaux flacons, le thème. Et donc là, nos clients nous font confiance parce que beau flacon, c'est vaste, mais je pense qu'on va mettre le paquet. Et on est là pour ça, de toute façon. Donc le thème est de 20h à 22h, comme toutes les soirées dégustation. Et ensuite, on aura le nouveau programme qui sortira fin mars. Parce qu'il faut qu'on se briefe avec Claire et Océane pour les dispos de chacun. Et après, les différents moments du calendrier de l'année. Donc voilà, on va essayer de faire un programme assez sympathique. Où est-ce qu'on peut te suivre? Les réseaux sociaux? Alors, réseaux sociaux, oui. On sur est Tinder. Insta. Il est sur Tinder. Non, tu es sur Tinder et sur Badoo. Tu es surtout sur Badoo, parce que je t'ai repéré sur Badoo et ta gueule. Facebook, et après, on a un site, c'est 20sur20.fr. Voilà, tout attaché, VINSSUR20.fr. Voilà, nickel. Et Jean-Luc, t'es sur Tinder. Jean-Luc, alors, Tinder ou sans où? On t'a pas vu aux soirées? On t'a pas plus aux soirées? Je viens plus. Mais Jean-Luc, la Maison Gaillard, en fait, elle est plutôt ouverte aux professionnels. Il n'y a pas de particuliers qui poussent la porte de la Maison Gaillard. On trouve les produits de la Maison Gaillard ici, par exemple. On peut acheter des petites conserves de truffes de la Maison Gaillard. Et de la truffe fraîche aussi. Ah, tu fais aussi la truffe fraîche? La truffe fraîche. Laurent fait la truffe fraîche aussi, notre truffe fraîche. Ça nous permet effectivement de quand même promouvoir un petit peu nos produits sur place, parce qu'effectivement, on n'est pas tout à fait adapté pour faire la vente aux particuliers dans notre entreprise. Sinon, tu ferais? Non. Ah ben non. Oh, il non. le fait si bien, Laurent. Il a un rôle de conseil autour du vin. Il sait le donner aussi autour des mecs qui présentent ici, donc tout va très bien pour nous. C'est du B2B. Yeah. À chaque fois, il raconte une histoire. Moi, ce que je trouve formidable avec Laurent, c'est que... Ah, vous faites un concours quand même tous les deux. Mais c'est le produit sans l'histoire, ça sert à rien parce qu'on vend du rêve d'abord. Et quand Laurent il vous explique que le mec, alors voilà comment il s'appelle, et puis le nom de sa propriété c'est ça, la cuvée c'est ça, la parcelle c'est ça. Je dis mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Ouais. Il invente beaucoup. Moi des fois j'ai envie de dire non mais attends, on peut juste boire un coup on appelle ça des amis. On appelle ça des amis. Voilà. Sans avoir l'arbre généalogique, tu vois, du truc. Bon, mais après on s'adapte à tous les clients. Les clients pressés, on leur dit l'essentiel et surtout la température de service et température de service et le temps d'ouverture, parce que une bouteille il faut la préparer un petit peu, c'est un bébé donc, moi j'avais cru qu'on en sortait de ça, qu'on prenait n'importe quelle bouteille, tac on la débouchait, paf on la buvait. Il faut au moins 15 minutes d'ouverture, une micro-oxygénation, donc moi je conseille à tout le monde de se servir au moins 10 centilitres pour déguster le vin. Ça permet d'avoir une surface d'oxygénation importante dans la bouteille, ce qui permet d'oxygéner le vin, faire une micro-oxygénation. Ça permet aussi de goûter le vin pour être sûr qu'il n'y ait pas de défaut, de goût de bouchon ou autre, et ensuite
température de service est très importante parce qu'il faut arrêter de servir les vins à 25 degrés ou à 6 degrés pour les blancs. Donc voilà. Et on est sur quoi sur ce brie? On est sur quoi sur ce brie? Oui, j'ai compris. On est sur quoi sur le brie là? Qu'est-ce qu'il faut sur le brie? C'est Brice Caillou, c'est le Côte du Rhône. Le Brice Caillou, ouais, je suis pas fan. Mais bon, d'accord, allez. Non, mais j'étais bien sur le rock, moi. Mais eh ben, on repart sur le rock. Non, mais on voit le Brice Caillou. Le mec, il va faire le difficile. C'est là-dessus, monsieur, dame, qu'on va se quitter. C'était un Qu'est-ce qu'on déguste réalisé à la cave 20 sur 20 à Caussade, cours Didier Rey, chez Laurent Zimmermann, avec Jean-Luc Clamins de la Maison Gaillard, Olivier Saliba de la Cantina des Carcines et son second Taïsan. Autour de la table, il y avait Philippe Audard et sa truffe aphrodisiaque, Christophe Bory et son livre Le vin pour les nuls, mais ça s'appelle pas comme ça. Vous allez enfin vous y connaître en vin, édition Larousse. Il y avait Émilie Prouchet de la Costa pour cette belle biographie d'un artiste en devenir, Pierre Soulages, Stéphane Berenguer et son coup de cœur pour le Sfas Favor le Portugal, Aurélien Maury était à la technique, Thomas Rassier était à la vidéo. Au début de cet enregistrement, normalement ça doit être assez carré, assez calme, et puis au fur et à mesure on a bu des coups et donc après ça tangue un peu, hein, je pense. On n'oublie pas Océane Éclair qui nous ont aussi accompagnés tout le long de... On n'oublie pas Océane Éclair qui était là-bas. Coucou les filles. Coucou les filles. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un là? J'ai oublié quelqu'un? J'ai oublié personne? Alors on s'en va doucement en applaudissant. Si bravo. Bravo à tous, merci. Je préfère en trinquant. Se trinquer c'est mieux. Merci Jean-Luc, bravo. Un Qu'est-ce qu'on déguste enregistré donc à la cave 20 sur 20, diffusé le vendredi soir de 17h30 à 19h ou plus, peut-être, si affinité. Et le lendemain à midi sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Internet, tout ça. Allez bien. Yeah. Top, bravo. Un petit peu de bris là. Pas pareil. Le cornage, je trouve que il y a une différence entre, il y a un trop grand delta entre ce qui sent et ce qui goûte. Moi je le trouve très bien. Moi je l'aime beaucoup personnellement. Ouais. Mais je m'attends en fait au goût, non à l'odeur. À l'odeur j'ai pensé à un cabardès. Tu vois, je me suis dit putain on dirait un. Mais oui, parce que le on dirait un cabardès. Ça déroule gentiment sur le reste. Mais et puis là tout d'un coup. T'es sur quoi? Le cornas? Peut-être il était un peu frais aussi, un peu froid, non?